J'ai passé mon enfance dans le sud de la France, dans la région de Toulon. Mes parents étaient commerçants, charcutiers dans un village à côté de Toulon, un petit village qui s'appelle Ollioules. Ma famille n'est pas du tout musicienne, il n'y a pas d'instrumentiste, voilà. Mais des deux côtés, de mon père et de ma mère, c'est une famille italienne. Et par exemple, mon grand-père maternel, qui était boulanger, il allait à l'opéra comme on va au cinéma. Lui, il allait tout voir, que ce soit l'opéra, l'opérette, le ballet, les pièces de boulevard, enfin tout ce qui... les tours de chant, ce qu'on appelait les tours de chant à l'époque. Donc il avait l'habitude de sortir et de prendre ce qu'on appelait les promenoirs. Les promenoirs qui n'existent plus, c'était les derniers rangs du paradis, qui étaient sans fauteuil, avec une balustrade et les gens s'appuyaient, s'accoudaient, souvent discutaient, sortaient, entraient, venaient, voilà. Donc la musique, je l'ai découverte à travers ça, à travers cette culture un peu du spectacle et cet amour du spectacle vivant. Les premières études musicales ont été un peu frustrantes parce que je voulais apprendre le piano et que l'appartement que nous habitions avec mes parents au-dessus du commerce était assez petit et qu'il n'y avait pas de place pour un piano. Et puis, famille de commerçants, de boulangers. La musique, c'était un passe-temps, c'était une chose qu'on faisait comme ça. Si j'avais envie de faire de la musique, j'avais qu'à chanter, j'avais qu'à apprendre d'un instrument plus petit, donc le piano n'avait pas de place. Donc on m'a dit, tu feras autre chose. Et dans la famille, il se trouve qu'il y avait un instrument qui était à ma grand-mère, qui n'était plus là, qui était un violon. Un tagazou de famille qui était dans une boîte, et puis on m'a dit tu veux vraiment faire de la musique, tu vas faire du violon. Et le violon n'était pas un instrument qui me convenait physiquement, psychologiquement. Donc plutôt que rien faire, évidemment j'ai pris le violon et puis j'ai commencé des études de violon. Ce qui a été l'enfer pour mes parents, pour moi, parce que je n'aimais pas cet instrument. Je l'aime aujourd'hui, c'est un instrument que j'aime, mais c'était pas moi, c'était pas ce que je voulais faire. Il m'a appris beaucoup parce que, évidemment, quand je travaille avec un orchestre, j'ai un autre œil sur ce qu'est un coup d'archet et je sais quelles sont les contraintes techniques, physiques. Ça éclaire vraiment mon travail avec les cordes, évidemment, dans un orchestre. Après ce premier instrument, j'ai mené 2 cursus musicaux qui étaient les percussions et le tuba. Donc je suis passé de la glace au feu parce que le tuba c'est le contraire, c'est un instrument qui prend tout votre corps, dans lequel on souffle. On a un rapport très physique, très bestial à cet instrument-là, qui a un son qui est le contraire du violon, bien sûr. Mes parents ont cédé à tout ça parce que vraiment ils ont vu que c'était quelque chose qui était un vrai besoin. Quand j'ai fait ma première communion, c'est l'époque où on offre à celui qui fait sa communion privée la gourmette, la montre. Et quand j'ai dit à tout le monde que ça ne m'intéressait pas du tout, mais que je voulais tel enregistrement de tel opéra et que ça s'est assez mal passé parce qu'évidemment il était hors de question de déroger à la règle, à la tradition. Quand je me suis retrouvé en classe de direction d'orchestre à Paris, il y avait une grande différence entre les gens qui étaient là sans savoir trop pourquoi, parce qu'ils venaient d'une famille de musiciens, puis ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire, donc ils disaient pourquoi pas être chef d'orchestre. Alors que moi, j'étais là vraiment parce que je savais pourquoi j'étais là, parce que c'était la chose que je désirais le plus au monde. Le fait que pendant très longtemps, il a fallu que j'aille contre la volonté familiale, qui était une volonté légitime et puis un peu, habituelle, de se dire il faut que notre enfant aille vers des choses sérieuses, régulières, rassurantes, dans lesquelles il n'y a pas de danger, il faut qu'il se mette à l'abri. Et bien le fait d'aller contre ça et de devoir lutter contre ça, et du coup de prendre une certaine indépendance et de savoir que même si ça allait être difficile, c'est ça que je voulais, évidemment ça donne une force de combat qui fait qu'on n'est pas là par hasard ensuite. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et maintenant, avec plus de hargne. C'est exactement ça pour les accents. Pam, pim, padam, pam, pam.
je vous demande plus de hargne. Il faut vraiment qu'on sente que c'est quelque chose. On ne peut pas chanter ça du bout. Vous voyez. Les accents, c'est ça, mais maintenant, c'est clédo, pam, pam, pam. Il faut qu'on ait vraiment cette foi un peu, vous savez, quasi médiévale des moines, quelque chose qui est vraiment un chant de guerre, quoi. On va essayer, je ne vous le garantis pas absolument, mais je voudrais qu'on essaie de ne pas s'arrêter une fois. D'accord? Regardez-moi bien, un peu de courage et d'énergie, parce que c'est la générale. Demain, on ne se verra plus jusqu'au concert. Prenons du début, s'il vous plaît. Pardon, une chose, 16, 17, 18, 19, mesure 19. Oh, mini, boost, c'est pareil. Le diminuendo, on ne tient pas boost, on ne tient pas la noire, c'est court, d'accord? Voilà du Après avoir passé mon bac, je suis venu à Lyon, au lycée du Parc de Lyon, en classe préparatoire littéraire. Et j'ai ensuite fait un cursus de philosophie. Et j'ai enseigné même la philosophie. Et la philosophie fait partie de mon quotidien, aujourd'hui encore. Presque à proportion égale avec la musique. Dans la philosophie, il y a quelque chose qui permet de comprendre l'émotion qu'on a et que j'ai en tout cas face à l'art et le besoin d'art que nous avons. L'émotion musicale, elle est incompréhensible. Au théâtre, c'est différent. À l'opéra, on peut s'identifier au personnage, mais face à de la musique pure, sans mots, sans action, ça renvoie à la philosophie. On arrive vite dans les grands problèmes de notre condition, de notre rapport à la mort, enfin toutes ces choses-là. Toute la deuxième partie de mon apprentissage, c'était de devenir assistant de chef d'orchestre. Donc c'est là aussi, et là surtout, que j'ai appris vraiment mon métier. Et j'ai commencé en étant assistant de chef lyrique, parce qu'il me semblait que le métier de la fosse résumait tous les métiers. Quand tu es dans une fosse, tu dois savoir diriger un orchestre, tu dois savoir diriger des chœurs, tu dois savoir diriger des solistes, tout ça en même temps, avec de la mise en scène. C'est l'exercice qui concentre le plus de contraintes, de dangers, d'exigences. Donc, quitte à commencer, commençons par le plus difficile, c'est ce que je me suis dit. Et puis aussi, parce que ça correspondait, et que ça correspond toujours, à un grand amour de cet art-là. C'est l'art total, hein, l'opéra. À un moment donné, j'avais été assistant, je pensais maintenant être en possession de certaines clés de ce métier. Et qu'est-ce que je pouvais faire? Et c'est un chef dont j'ai été l'élève, qui s'appelle Christophe Eschenbach, dont j'ai suivi le travail pendant presque 2 ans. Un jour, il m'a dit, mais il faut tenter un concours. Alors maintenant, vous êtes prêts? Donc le concours avait lieu à Spoleto, en Italie. C'était le concours des jeunes chefs d'orchestre de la Communauté européenne. C'est ça qui a fait la différence, quoi. C'est l'obtention d'un concours international qui a fait que, du coup, certaines portes se sont ouvertes et que j'ai pu passer ce cap de l'assistanat à la direction où on me confiait une production d'opéra, par exemple. C'est vraiment une chance. Bon, c'est une chance que je suis allé prendre, hein, parce qu'un concours, on va l'arracher, quoi. Tout de suite, quand je dis tout de suite, c'est dans les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi, eh bien, des maisons lyriques françaises, italiennes se sont intéressées à moi, évidemment, et m'ont proposé des choses.
Alors l'arrivée à Saint-Étienne, elle s'est faite en plusieurs moments. Jean-Louis Pichon, le directeur général de l'Opéra de Saint-Étienne, il a eu la générosité de me proposer une production qui était La Reine de Saba de Gounod. Et la rencontre avec l'équipe artistique a été très, très forte et très proche. Bon. Et 5 ou 6 mois plus tard, un jour, je reçois un coup de fil sur mon portable de plusieurs musiciens de l'orchestre qui avaient appris que le directeur musical de l'institution était sur le départ. Et eh bien, ils m'ont appelé parce qu'ils m'ont dit que j'étais le chef qui avait suscité l'enthousiasme des gens, quoi. Ils m'ont dit, est-ce que ça vous intéresse? Je leur ai dit, c'est très gentil, c'est très gentil de penser à moi, mais je pense que le moment n'est pas venu pour moi de faire ça. Voilà. Le moment n'est pas venu, à 29 ans, de m'établir dans une maison. J'ai encore envie de bouger, etc. Donc ils étaient un peu surpris, un peu vexés, je pense, au début. Puis le temps a passé, je me suis dit, mais ça peut m'intéresser, mais je veux savoir ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire venir à mon âge, dans une institution qui fonctionne, ne pas avoir de défi, c'est-à-dire juste venir et faire fonctionner comme elle fonctionne déjà l'institution, ça ne m'intéresse pas. Par contre, arriver dans une institution qui fonctionne, avec un nouveau défi, qui serait par exemple prendre l'orchestre qui est dans la fosse et qui n'est que dans la fosse, et créer une saison symphonique, ça m'intéresse déjà plus. Et mon projet, celui sur lequel j'ai été choisi, c'était ça. L'idée, c'est d'arriver à faire sortir l'orchestre dans sa grande formation à l'extérieur. Mais évidemment, depuis que je suis arrivé, on fait des concerts décentralisés, en plus petite formation, en formation Mozart, à 35 ou 40 musiciens. Et on essaie d'aller avec l'orchestre dans des endroits où la musique vivante classique ne va pas. Et je tiens chaque année à ce que le dernier de ces concerts décentralisés ait lieu dans un endroit de souffrance. Par exemple, nous sommes allés donner le dernier concert décentralisé cette année à la prison de la Talaudière, qui est un centre de détention pénitentiaire, comme on va le faire l'année prochaine en allant dans un hôpital d'enfants, parce que c'est une autre souffrance qui n'est pas comparable. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons, celle-ci est plus que... C'est une autre souffrance. Eh bien, je me dis que dans ces lieux-là, la musique prend un autre sens. Elle donne un autre sens à ceux qui la jouent, et elle donne un autre sens, elle a un autre sens pour ceux qui l'écoutent. Il y a une thérapie dans la musique. Et d'ailleurs, on le sait tous, il y a des moments où on a besoin de telle musique, où notre corps le réclame. On a besoin de telle musique parce qu'on va pas bien, on a besoin de telle musique parce qu'on est joyeux, on a besoin de telle musique pour se réveiller. C'est bien que la musique a une influence sur notre cerveau, sur notre personnalité, mais aussi sur notre corps. Eh bien, dans ces lieux-là, on va, avec l'orchestre, proposer ce moment particulier. Nous, on est des artisans plombiers, hein, les interprètes. On est là pour faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Nous, on ne dialogue pas avec l'infini. Hein. On dialogue avec certaines forces, mais on ne dialogue pas avec l'infini. Ceux qui dialoguent avec l'infini, ce sont les créateurs. Ces gens-là, ils sont en dialogue avec autre chose. Je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, cette autre chose. Hein. Mais en tout cas, à mon avis, ce sont ceux qui arrivent à voir en face le visage de l'absurdité qu'on vit. Effacer la trace et s'abreuver de fiel. Maudit soit celui qui les guide, j'écraserai du pied ses os brisés, sa gorge aride, sans frémir de pitié, sans frémir de pitié. Soit le sein de la femme qui lui donna le jour. Enfin, une compagne infâme trahisse son amour. Maudit soit le Dieu qui la donne, ce Dieu, son seul espoir. Et dont ma haine insulte encore l'autel.
Il y a une grande différence entre le lyrique et le symphonique, qui est que le symphonique pur, quand il n'y a pas de soliste, il n'y a qu'un interlocuteur, il n'y a qu'une personne qui doit guider les choses, c'est le chef. J'aime beaucoup le travail symphonique aussi pour ça, parce qu'on n'a pas d'entrave, on n'a pas de contrainte, on peut être totalement dans le son, dans son son. Le lyrique et le concertant, c'est différent, c'est une rencontre. On est d'accord sur le Ouais, ouais. Peut-être, tu sais, je te laisse vraiment à partir du mi. Mi, do, du, do, au bleu. En plus du riz des notes. La mise en scène se nourrit de la musique et du caractère des solistes. Ma conception se nourrit de la partition avant toute chose, mais aussi du tempérament et des capacités vocales des solistes, de leur caractère, de leur couleur, etc. Et elle se nourrit aussi de ce que le metteur en scène y projette. Il est évident qu'une scène que je lirais d'une certaine façon, les intentions que je demanderais, si elles entraient en contradiction avec ce que demande le metteur en scène, eh bien, il faut que nous en parlions. On ne va pas faire dire à la musique une chose et à la scène, au geste, à l'action, une autre. Ce qui différencie le travail de chef invité avec le travail de directeur musical, c'est que quand on est directeur musical, on est en charge du recrutement de l'orchestre, on est en charge de son travail au quotidien. Petit à petit se façonne un son qui ressemble à ce qu'on veut. Et c'est ce que j'expérimente à Saint-Étienne par rapport à tous les autres endroits. Et ça, c'est évidemment une aventure aussi en soi, de façonner un son. Il y a une grande partie du répertoire français qui n'est jamais joué. Il n'est pas en péril, il existe, il est là, il est gelé. Il faut qu'on y remette du souffle, qu'on le fasse revivre, qu'on le rejoue. Parce qu'il est toujours là et la puissance évocatrice de ces partitions n'est pas discutable. Un second chantier sur la musique française qui me paraît très important, c'est ce qui concerne le style de la musique française. Depuis 50 ans, on a un seul son d'orchestre qui nous vient d'Allemagne. Eh bien, cette conception ronde, pleine, onctueuse, granitique du son, elle a fait beaucoup de mal dans le répertoire français. Le répertoire français a souffert de cette homogénéisation du son qui est passée par le disque, et le disque est une chose formidable. Le problème, c'est que ça a uniformisé le goût et les esthétiques de son dans toute l'Europe de l'Ouest. Et qu'aujourd'hui, il faut refaire ce travail de se dire la tradition, c'est une chose, c'est une tradition qui a 50 ans finalement, mais avant, on jouait ça autrement. Revenons à ça, parce que certainement, ça résoudra des problèmes que posent ces partitions. Il y a tout un répertoire que je ne veux pas aborder. Par exemple, la musique baroque, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une musique de spécialistes au sens le plus noble du terme. Outre la musique baroque, il y a un domaine vers lequel je vais peu, c'est la musique contemporaine. Il n'y a pas d'un côté les classiques bien et les contemporains inutiles ou intellectuels. Il y a eu des classiques intellectuels, pour moi, la seule chose, c'est que l'émotion passe dans la partition. Depuis les années 20-30, on s'est dit on va faire sans la mélodie, on va faire sans la tonalité, on va faire sans... C'est parce qu'on a voulu, comme je le disais, dans un laboratoire, essayer les choses, pour voir un peu ce qui se passait sur cet objet qui était l'émotion musicale quand on enlève tel ou tel ingrédient. C'est très bien, il fallait qu'on ait cette expérience-là pour se rendre compte que quand même, si depuis des siècles on a mis tous ces ingrédients dans la recette, eh ben c'est qu'il y a une raison.
tout ce qui peut nourrir le grand puzzle qu'est la philosophie. Très peu de littérature étrangère, beaucoup de psychanalyse, parce que c'est un domaine, c'est une science et une médecine, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. C'est un temps nécessaire pour moi, la lecture. La porte d'entrée de l'art, c'est l'émotion. Et donc, c'est pas que être joyeux ou triste, hein. Il y a tellement d'autres émotions. Évidemment, il y a toutes les émotions de la vie. Il y a l'ennui, il y a le dégoût, il y a l'incompréhension, il y a la folie dont on parlait, il y a tout. Il faut s'entourer des belles choses et faire de sa vie, à mon sens, un espace sans regret. Ça peut être violent, les belles choses, hein. Bon, l'art aussi, c'est ça. C'est parfois de nous renvoyer de la violence, mais c'est de nous faire avancer à travers cette beauté, la beauté de notre condition. La première fois que j'ai dirigé un concert, la première fois de ma vie, et que mes parents sont venus voir ce concert, la première chose que ma mère m'a dite, c'est « tes pantalons sont trop courts ». Ce sont les amis, la famille qui vous ramènent là où d'où vous ne devez pas partir, évidemment. Pour quitter la Terre, pour plus avoir de rapport avec la réalité, parce qu'on est un petit peu célèbre, parce qu'on lit des bonnes critiques, parce qu'il faut avoir un terrain favorable. Parce que la réalité de ce travail, c'est que chaque fois, on remet les choses à zéro. Pour ce qui est de l'expression, je suis quand je dirige, comme je suis dans toute autre chose que je fais, avec tout mon corps entièrement. Et si je ne le suis pas, ça ne marche pas, quoi. Quand on fait un métier comme celui-là, il y a une telle urgence dans l'interprétation qu'on ne peut pas le faire à moitié. Voilà. D'abord parce que c'est peut-être le dernier et qu'il faut jouir de ce plaisir-là jusqu'au bout. Et parce que c'est impossible de demander à 85 musiciens de sortir d'eux-mêmes et d'aller puiser en eux des choses qu'ils ne soupçonnaient pas. Et si on ne le fait pas soi-même, j'essaie d'être honnête. Si j'ai pas d'émotion, de toute façon, je ne dirige pas cette œuvre. Voilà. On a, nous, les chefs d'orchestre, ce privilège par rapport aux footballeurs, qui est qu'on n'est jamais chef d'orchestre avant 50 ans. Avant, on est jeune chef d'orchestre. On reste jeune chef d'orchestre très, très, très tard. Et ensuite, on devient chef d'orchestre. Et ensuite, on meurt chef d'orchestre. Je pense que le temps passant, je vais changer ma conception de certaines partitions. Mais oui, je pense que je vais faire ça très longtemps parce que ça me nourrit. Par contre, je ne vais pas faire que ça. C'est-à-dire que j'ai autant besoin de musique que de philosophie, que de réflexion, que de satisfaire cette curiosité qui est en moi. Sinon, mon âme serait trop sèche pour pouvoir donner tout ce que je donne quand je dirige.